La haine ne construit pas un État. Mais la paix construit des nations. Grand angle, Analyse et commente les événements en Afrique. une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique. Grand angle Une émission hebdomadaire présentée par Zine Charpaoui est réalisé par Khaled Hamdani. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. Nous sommes le mardi 24 décembre 2024. Bienvenue dans Grand Angle, une émission hebdomadaire de 52 minutes destinée à décrypter les dynamiques politiques, économiques et sécuritaires qui façonnent l'Afrique. Le numéro d'aujourd'hui est consacré aux attaques médiatiques marocaines contre l'Algérie, des attaques récurrentes. Dans la seconde partie de l'émission, nous reviendrons sur la situation au Sahel. Alors, le numéro d'aujourd'hui est intitulé Attaques médiatiques contre l'Algérie, le Marzen prit la main dans le sac. Lancé il y a quelques jours par des Marocains qui se sont présentés comme des Algériens, le hashtag Manish Radi, je ne suis pas satisfait, continue d'enflammer la toile en Algérie, suscitant un torrent de réactions sur les réseaux sociaux. La réponse des Algériens a été fulgurante. Inspiré sans aucun doute par les laboratoires occultes du Marzen, appuyés par des Sherpas de leur nouvel allié israélien, de nombreux Marocains ont lancé ce hashtag Manish Radi en exploitant de faux comptes et des pages attribuées à des Algériens. Le but évident de cette campagne, tenter de déstabiliser l'Algérie. Seulement, l'opération a fait pchit et s'est retournée contre ses initiateurs et a suscité une vaste campagne de riposte de la part d'influenceurs, de médias et même de politiques algériens. De nombreux Algériens ont en effet répondu en masse à cette attaque en lançant le hashtag Ani Mabladi, je suis avec mon pays. En quelques heures, le message a connu une diffusion spectaculaire de grande ampleur, comme en témoigne sa tendance sur la plateforme X. Politiques, journalistes, médias, associations et autres activistes ont relayé le message pour exprimer leur attachement indéfectible à la stabilité de l'Algérie et le refus de la manipulation dans un contexte international et régional plein d'incertitudes. Alors, pourquoi le Maroc a-t-il choisi de lancer sa campagne de déstabilisation à ce moment précis ? Quelles leçons peut-on tirer de la réaction des Algériens ? Comment expliquer l'acharnement du Marzen à l'égard de l'Algérie ? Le Maroc cherche-t-il à faire diversion sur sa propre situation interne qui est pour le moins, que l'on puisse dire, explosive ? C'est ce dont nous allons débattre aujourd'hui avec mes invités. Alors pour en parler, il y a avec nous en direct depuis Oran le docteur Ahmed Ben Saada, enseignant universitaire, auteur de plusieurs ouvrages et observateur avisé de la scène politique africaine. Bonjour docteur Ben Saada. Bonjour Monsieur Charpaoui, bonjour à vos invités et bonjour à l'Afrique. Merci beaucoup docteur Ahmed Ben Saada, c'est toujours avec grand plaisir que nous vous avons dans nos studios d'Ifriqiya FM. Alors, nous avons également le plaisir d'avoir avec nous dans les studios d'Ifriqiya FM Monsieur Nasser Khabat, secrétaire général du mouvement dynamique des Algériens de France. Moudaf, bonjour Monsieur Khabat. Bonjour à tous vos auditeurs, à toute l'Afrique et à tous ceux qui nous écoutent. Merci à vous, la bienvenue. Alors, il y a également avec nous un autre invité de marque qui nous vient directement du Tchad. Il s'agit de Monsieur Atié Djouid Djarnebi, écrivain, enseignant, universitaire et membre fondateur de Tchad Non-Violence et de l'Union des poètes tchadiens. Monsieur Atié Djouid Djarnebi est également l'auteur remarqué de 4 magnifiques recueils. Rejet de la violence, édité à Alger en 98, Le Sultan et les dons, également édité à Alger en 2000, Restauration du destin, également édité à Alger en 2003, Soleil notre nuit,
a édité un Jamena en 2009 et de plusieurs articles dans des journaux. Bon, alors Monsieur Djernabi a plusieurs articles parus dans plusieurs journaux tchadiens, algériens, français et suisses. Bienvenue à vous, Monsieur Djernabi. Je dis bonjour à vous, messieurs Sherfaoui, et puis je dis aussi bonjour à toute l'équipe et à travers la voix d'Ifriqiya FM, j'adresse mes vœux, mes salutations à tous nos chers auditeurs, que ce soit en Afrique ou au-delà de notre cher continent. Merci beaucoup, nous sommes honorés de vous avoir aujourd'hui avec nous. Alors, docteur Ahmed Ben Saada, nous avons consacré au moins 3 émissions entières aux guerres hybrides, ou à ce que l'on appelle aussi les guerres de 4e ou 5e génération. Nous avons dit à l'époque qu'il fallait faire attention à ces nouvelles guerres, car elles sont insidieuses, pernicieuses. Alors, docteur Ahmed Ben Saada, vous vous souvenez certainement, certains nous ont reproché d'être un peu trop alarmistes. Là, nous avons bien la preuve que l'Algérie est ciblée. Avec ce hashtag Mani Charadi, le Maroc est pratiquement pris la main dans le sac. Ce hashtag, vous en conviendrez avec moi, Dr Ahmed Ben Saada, montre que les guerres hybrides ne sont pas une simple vue de l'esprit. Alors, il est clair que ce genre de guerre n'est pas apprécié à sa juste valeur. C'est-à-dire que lorsqu'on fait ce genre de guerre, on n'a pas l'impression de vouloir déstabiliser, détruire des nations, etc. Ça paraît quelque chose de complètement, je dirais, comme vous avez dit, une vue de l'esprit. Oui. Mais en fait, les nouvelles guerres se passent de cette façon-là. C'est-à-dire que vous avez des think tanks, vous avez des bureaux spécialisés dans chacune des armées occidentales et ailleurs qui vont travailler sur ce domaine-là. Sur les guerres de 4e génération, sur les guerres cognitives, il y a énormément d'efforts qui sont déployés. Il y a les scientifiques qui travaillent. C'est vraiment en fait une entreprise extrêmement complexe qui est développée au sein des armées et non pas au sein des institutions, disons, civiles. Oui. Mais c'est vraiment des institutions des armées. On le sait aux États-Unis, en France, en Russie, en Chine, et tous ces pays-là développent ce qu'on appelle les guerres de 4e génération. Pourquoi ? Parce qu'elles sont extrêmement efficaces. Oui. Et deuxièmement, elles coûtent pas cher en vie humaine. Donc c'est tout est bénéfice là-dedans. Mais avec le développement des réseaux sociaux, avec le développement de l'intelligence artificielle, avec le développement des neurosciences, nous, actuellement, toutes ces méthodes-là peuvent arriver au même résultat qu'une guerre conventionnelle sans pour autant mettre autant d'efforts, d'argent et de vie humaine dans ce projet. Oui. Donc, c'est clair que quand on voit un simple hashtag, puis ce hashtag-là, on va le lier à une déstabilisation d'un pays, les gens vont dire, mais c'est pas normal. Comment ça se fait qu'un hashtag va essayer Mais en réalité, oui, c'est-à-dire que il y a énormément de procédés au niveau des médias sociaux actuellement, oui, qui vont changer la façon de penser des gens. Nous avons vu, par exemple, tout le discours qui est développé par rapport aux tentatives, disons, qu'on a vu dans la presse tout récemment, par exemple, oui, l'affaire Sonsal, l'affaire Kamel Daoud. Exactement. Pourquoi c'est important ? Parce que ce sont des gens qui vont aller sur des plateaux, qui sont invités un peu partout et qui vont développer un discours qui est complètement faux, mais qui va avoir un impact pour la simple raison que, premièrement, ce sont des personnes qui vont être mises de l'avant et qui vont être, entre guillemets, anoblies et donner une fonction spécifique, oui, pour dire que ce sont des grands intellectuels, donc il faut les écouter, et après, on va les montrer dans différents plateaux, oui, et donc tout cela, en fait, ce langage qui est développé, soit à travers les médias mainstream ou à travers les réseaux sociaux, a pour but justement de déstabiliser les pays, déstabiliser en fait la cohésion
sociale des pays qui sont visés. Et là, le but ultime, Dr Ahmed Ben Saada, c'est d'opposer les Algériens entre eux, c'est de créer des espaces, des zones de doute, c'est de semer la zizanie, en d'autres termes. Exactement. Alors, moi, en fait, quand je donne des conférences sur ce sujet-là, je parle de ce qu'on appelle des anfractuosités sociétales, c'est-à-dire, dans toute société, il va y avoir des petits clivages. On va dire des clivages ethniques, il va y avoir des clivages culturels, il va y avoir aussi des clivages de conception par rapport à l'histoire, ou des clivages idéologiques. Ou des clivages idéologiques, et des clivages concernant la religion, etc. Tous les pays ont ce genre de clivage. Et qu'est-ce que font justement ces guerres de quatrième génération? C'est qu'ils vont s'immiscer, ils vont s'introduire dans ces petits clivages et essayer de faire éclater la cohésion du pays sur différents sujets. Alors on a des attaques par exemple sur la qualité de la vie. On va avoir des attaques sur la souveraineté d'un pays. On va avoir des attaques sur la légitimité du pouvoir en place. On va avoir des attaques sur l'introduction de nouvelles religions au sein d'un pays. On va avoir des attaques qui sont liées à la compréhension de l'histoire, à essayer de faire en sorte que l'histoire ne soit pas quelque chose d'unificateur, mais au contraire quelque chose qui va agrandir les clivages entre les pays. Dans le cas africain, Dr Ben Saada, il y a même une tentative de délégitimation des guerres de libération, par exemple. Actuellement, c'est le cas. Même on parle, vous savez, il y a un principe fondamental de l'Union africaine qui est l'intangibilité des frontières. Et maintenant, actuellement, il y a tout un discours de dire que ce n'est pas vrai, les frontières ne sont pas intangibles, il faudrait les changer. Alors que c'est un principe qui a permis à l'Afrique de régler de problèmes de décolonisation de manière absolument extraordinaire. Donc, mais parlant de cela, en remettant cela dans les discours, dans les réseaux sociaux, on cherche justement à ce que des pays soient déstabilisés de cette manière-là. Voilà, donc vous voyez qu'il y a plusieurs façons de déstabiliser des pays, et pas nécessairement en envoyant des bombes ou en envoyant des soldats. C'est exactement. Alors, merci beaucoup, Dr Ahmed Ben Saada, pour cette entrée en matière, pour toutes ces explications. On comprend mieux ce qu'est une guerre une guerre hybride, ou ce qu'on appelle aussi une guerre de quatrième ou cinquième génération. Alors, Monsieur Nasser Khabat, s'il y a bien des gens qui prennent la juste mesure des campagnes anti-algériennes qui sont actuellement menées sur la toile ou à travers des médias traditionnels, ce sont des Algériens de France. Il ne se passe pratiquement plus une semaine, Monsieur Nasser Khabat, sans que l'on signale une attaque contre l'Algérie. C'est d'autant plus vrai depuis les dernières élections législatives qui ont vu une montée fulgurante de l'extrême droite. Une montée tellement importante qu'actuellement l'extrême droite occupe plusieurs sièges dans l'Assemblée française. Oui, effectivement, c'est une extrême droite aujourd'hui qui va tisser, qui va chercher ses arguments et son discours de fond, j'oserais dire, sur aujourd'hui. On est passé malheureusement de la stigmatisation de l'islam à l'Algérie et l'Algérien. Oui. Donc on a pu, justement à notre grand regret, observer que depuis quelques mois déjà, nous avons une montée en puissance des termes de langage sur l'Algérie, que ce soit aux Jeux Olympiques, que ce soit l'affaire Sansal, que ce soit Amir Abouraoui qui est exfiltré d'Algérie pour arriver en Tunisie, que ce soit l'affaire Kamel Daoud, et tous les jours, on a aujourd'hui sur les plateaux de télé français, à des grandes heures d'écoute et sur chaînes en continu, l'argument de l'Algérien, l'Algérie et tout ce qui s'y passe. Ces affaires sont un prétexte pour tirer à bout portant sur l'Algérie. Alors, et les Algériens. Aujourd'hui, je crois que finalement, peut-être que c'est vertueux pour les Algériens et la communauté algérienne qui s'éveille justement de ces attaques. Parce que finalement, à qui profite le crime et qui finalement télécommande finalement ces invectives de l'Algérie, des Algériens du matin au soir. Quand on connaît un peu l'histoire du Front National, on sait très bien que dans les années 80, celui-ci ne représentait rien du tout. Et qu'il a toujours été dans son ADN raciste et avec pour une consanguinité avec des gens de l'OAS. Donc on avait déjà le pédiré. Mais il y a une mutation de ce Front National depuis quelques mois qui est surprenante.
surprenante. Moi, j'ai pour mémoire un Front National qui fait les yeux doux à la communauté israélienne, à la communauté juive de France, qui fait des manifestations avec la communauté juive de France. Et donc, on se dit, quelle est cette convergence aujourd'hui? Quel est finalement ce greffon entre le Front National et la communauté qui est d'origine israélienne en France? Et là, on comprend un peu mieux, à la lumière de lecture, et notamment celle de notre cher professeur Ahmed Ben Saada, que quelque part, finalement, des agendas sont bien écrits, bien précis et bien dirigés. Et là, nous ne sommes pas dans des critiques ponctuelles. On a l'impression que c'est une campagne, et c'est une campagne qui va chaque jour crescendo. Écoutez, moi j'interprète ça comme une campagne militaire. Campagne militaire, comme l'a bien dit notre monsieur Ben Saada, finalement, je parle de guerre d'opinion. On tente grossièrement de manipuler l'opinion et de manipuler finalement l'humeur d'un peuple, l'humeur d'une nation et l'humeur à travers des faux hashtags, comme on a vu Meranish Radi, et finalement c'était l'arroseur arrosé. Mais quelque part, pour la communauté des Algériens de France et la communauté des Algériens du monde, quelque part, c'est aussi nous alerter et on doit se mettre en garde. Parce que je pense que nous sommes qu'au début d'un cycle infernal pour la communauté des Algériens qui vivent dans le monde. Parce que l'Algérie, au même titre que l'Afrique, recèle des ressources, recèle des capacités qui définissent quelque part les grandes lignes du projet économique pour les 50, voire les 100 prochaines années. Et quand on voit finalement que la France, cette ancienne puissance coloniale, qui s'est construite finalement sur les richesses, sur la spoliation des colonies qu'elle a exploitées pendant des décennies, et qu'elle se voit aujourd'hui perdre son influence dans cette Afrique, qui aussi, en termes géopolitiques, amène des nouvelles puissances. On sent des pactes sismiques pousser et se repousser les unes aux autres. Et c'est là, aujourd'hui, c'est cette mutation qui est sans précédent au XXIe siècle et au XXe siècle. Et c'est finalement cette situation-là qui, globalement, vient percuter, tente grossièrement de venir percuter finalement la grande porte de l'Afrique qui est l'Algérie aujourd'hui. Et à travers ce discours, finalement, ces invectives contre l'Algérie en France, c'est un début de la guerre d'opinion, un début de la guerre finalement d'influence sur la souveraineté algérienne, on l'a vu aussi encore dernièrement, sur la légitimité de nos États, de nos institutions. Et quelque part, je crois que nous devons aujourd'hui répondre d'une manière structurelle, d'une manière organisée et très efficace. À ces attaques. Merci beaucoup, Nasser Khabat. Monsieur Atié Djouid Djarnabi, là on parle des attaques qui ciblent les Algériens, particulièrement en France. C'est dans ce pays que se trouve la plus grande communauté d'Algériens en Europe. Mais ces attaques, finalement, elles ne ciblent pas que les Algériens. On le voit, les Africains, de manière générale, sont aussi victimes de ces campagnes de dénigrement, appelons les choses par leur nom, qui sont victimes d'un discours qui est foncièrement raciste aujourd'hui. Alors, je vais dire d'abord que vous savez que la guerre n'a jamais été éteinte. La guerre était de tous les temps et la guerre a changé de forme seulement. Il faut voir dans ce sens que ça soit du côté du racisme ou d'autres manières où les gens mènent la guerre. Et la guerre, je pense que cette guerre, c'est depuis depuis le déclenchement de la révolution algérienne, cette guerre continue. Cette guerre continue, elle a pris d'autres formes aujourd'hui avec la nouvelle technologie jusqu'à arriver à ce qu'on appelle la guerre de 4e, 5e génération. Aujourd'hui, avec ce qu'on appelle communément et d'une manière que je trouve, elle n'est pas à la hauteur. On appelle ça l'intelligence artificielle. Pour moi, il n'y a pas une intelligence artificielle, c'est une intelligence mécanique. D'où la problématique de l'imperfection qui s'inscrit dans le cadre de cette intelligence mécanique qui est programmée par l'homme lui-même. Et ça nous engouffre, ça nous met dans ce qu'on appelle réalité comme simulacre. Or, la vérité est ailleurs. Maintenant, oui, vous savez que j'ai toujours, lorsque je me débattais dans le sens du racisme, j'ai toujours dit, par différents pays, voilà, le phénomène existe un peu partout, mais à des degrés différents. J'ai toujours parlé du racisme en France, c'est un racisme intelligent, qui est contrôlé et qui cible
Et avec cela, on est en train de minimiser certaines communautés, on est en train d'attaquer certains pays. Et oui, nous sommes toujours dans bien qu'on nous parle de fraternité, égalité et puis, je sais pas, autre justice, mais toujours le racisme y est et était et ça continue. Avant, nous avions affaire à un racisme qu'on pourrait appeler ordinaire. Les gens n'y faisaient pas attention. Mais là, on a l'impression que c'est structurel. Oui, c'est structurel, c'est devenu une institution. Et bien, les gens l'utilisent aux moyens, c'est-à-dire, vous savez, tous les moyens sont bons pour ceux-là. Donc, ils l'utilisent de fait qu'ils ont besoin à l'utiliser, ils les emploient, et puis avec cela, ils se permettent à s'en prendre à certaines communautés, que ce soit africaines, maghrébines, dans l'ensemble. Mais tous sont des Africains, c'est pas parce que voilà, il y a un blanc, il y a un noir, mais ils s'en prennent. L'histoire de Mamadou, voilà, c'est péjoratif. Tout noir est appelé Mamadou, tout maghrébin est appelé Mohamed. Voilà, déjà, et ça persiste jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a aucun changement. Or, la France elle-même est dans le déclin, un déclin sauvage. Un déclin à tous les niveaux, que ce soit économique. On veut reprocher aux Africains le déclin de la France. Alors, pour certains partis politiques d'extrême droite, c'est à cause des Africains que la France connaît aujourd'hui un déclin. Mais vous savez on fait porter le chapeau aux Africains. Mais revenons d'abord à la droite française. Vous savez que on nous parle de démocratie, cette démocratie qu'ils veulent l'exporter à coup de canon, mais cette démocratie... C'est la démocratie de la canonnière. Oui, mais au départ, lorsqu'on parle de la droite, la droite à la base n'est pas démocratique. Ben oui, le premier principe de Maurras, voilà, c'était pas de la démocratie. Leur idéologie était basée sur 3 éléments. Les 3 éléments, c'est quoi? Le refus de la démocratie, le culte de la terre, et puis le culte de la race. Vous voyez, tout ça, c'est resté ancré dans leur imaginaire collectif civilisationnel. Il ne faut pas le perdre de vue, il faut qu'on soit conscient de tout cela. Maintenant, comment, voilà, les gens parlent de démocratie? Parce que les élections de 1902, si je me rappelle bien, c'est la gauche qui est venue au pouvoir parce que la gauche est beaucoup plus ouverte, elle admet la démocratie et la démocratie a continué à voir les jours. Si c'était la droite qui a gagné les élections au départ, on ne parle plus d'une démocratie de l'autre côté de la rive. Il y aurait eu des régimes totalitaires. Oui, mais c'est bien sûr, mais en même temps, l'idée est là et l'idée continue et voilà le racisme et tout le consort qui s'ensuit. Voilà, c'est un peu ça. Très bien. On revient à vous, Dr Ahmed Ben Saada. Alors, juste par rapport justement au hashtag lancé par les laboratoires du Marzen. Alors, habituellement, le Marzen, quand il s'attaque à l'Algérie, il fait preuve de discrétion, on ne sait pas souvent durant les précédentes attaques, il nous était difficile de savoir d'où ça venait, etc. Mais le plus curieux cette fois, c'est que ce qui a dévisagé les initiateurs de la campagne et levé le voile sur les dessins sous-jacents de cette attaque, et que le hashtag en question est présent dans la tendance de la plateforme X au Maroc. Il y a une forme d'amateurisme dans cette campagne qui est lancée contre l'Algérie. D'ailleurs, ça a provoqué les railleries et des interrogations des Algériens, et en dehors aussi de l'Algérie. Oui, en effet, il y a même, disons, des opposants marocains qui ont posté des vidéos où ils ont vraiment raillé l'amateurisme du Maroc dans cet épisode, disons, parce que entre nous, le Maroc n'arrête pas durant toute l'année. Il y a des attaques contre l'Algérie, quel que soit le problème, quel que soit, disons, qu'est-ce qui peut se passer en Algérie, quelle que soit la condition dans laquelle se passent ces choses-là. Il y a toujours des attaques marocaines. Et à mon avis, cette attaque-là, qui au début, moi je l'ai reçue, plusieurs personnes me l'ont envoyé avant que le poteau rose soit découvert. Il avait un peu pris, disons. Ça vient juste après ce qui s'est passé, à mon avis, en Syrie. Et la plupart des pays qui nous veulent beaucoup de bien, entre guillemets, ont dit que l'Algérie allait tomber après la Syrie. Vous voyez, il y a ces velléités qu'on voit
qu'on voit apparaître sur les réseaux sociaux pour essayer justement de déstabiliser l'Algérie, alors que les gens ne comprennent pas qu'il y a une grande différence entre la Syrie et l'Algérie, que l'Algérie est un très grand pays, qui a une très grande armée, et que nous avons connu les affres de la décennie noire, et que nous ne retomberons pas dans le même piège. Et puis, même s'il y a des problèmes en Algérie, nous sommes, nous, Algériens, capables de les résoudre nous-mêmes. Vous pensez qu'il y a, Docteur Ahmed Messaada, vous pensez qu'il y a un lien entre ce qui vient de se produire chez nous et la Syrie ? Ah, moi, je suis certain. Oui. C'est trop gros. Et en plus, ce sont des méthodes, en fait, des méthodes sionistes. Oui. Et nous savons très bien actuellement que les sionistes sont très en avance dans toutes les manipulations. Oui. Je vous rappelle qu'il y avait en fait, on a vu il y a eu Pegasus, on en a beaucoup parlé aussi. Mais même, on a vu Pegasus, on en a parlé, mais Pegasus, c'était de l'espionnage, disons, plus ou moins classique. Oui. Il y a eu aussi des boîtes de com, des boîtes qui ont influencé qui ont créé des profils fictifs, fictifs qui ont l'air, en fait, pas juste fictifs, mais qui ont l'air d'être réels, et qui ont, par centaines de milliers, et qui ont déstabilisé des pays d'une manière très sournoise, parce qu'ils ont réussi à faire élire des présidents, etc. Et vous savez actuellement que il y a certains pays de l'Est où il y a eu des élections, et à chaque fois qu'il y a quelqu'un, disons une personne qui a un score plus ou moins élevé, on dit automatiquement en Occident que c'est la Russie qui les a aidés avec justement une aide au niveau de la manipulation de l'information et des réseaux sociaux. Donc c'est quelque chose de tout à fait, actuellement, de tout à fait accepté, même par les Occidentaux eux-mêmes. Vous voyez, donc, à chaque fois, il y a derrière tout ça, il y a les Chinois, il y a les Russes et probablement aussi les Iraniens. Mais disons que ce hashtag-là ne vient pas de nulle part. C'est un hashtag qui était bien monté, avec des gens qui parlent, des gens qui montrent qu'ils sont en désaccord avec la politique du pays, et ça vient aussi, ça a été aussi diffusé aussi par des milieux qui étaient des résidus du Hirak qu'on a connu en Algérie. Et donc, mais il faut faire très attention. Cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné, mais la prochaine fois aussi, ça n'a pas pris. Mais la prochaine fois, on ne sait pas ce qui nous réserve. Surtout que l'on sait actuellement que le Makhzen, en fait, le royaume chérifien, travaille vraiment de concert avec l'entité sioniste pour qui nous représentons un danger, parce que c'est clair que sur tous les pays arabes, nous sommes gouvernement et peuple pour la cause palestinienne. La cause palestinienne fait partie de l'ADN de l'Algérie et de l'Algérien. Et pour cela, il faut s'attendre à subir des attaques tout le temps. Donc c'est pour cela que, en fait, nous devons nous prémunir de manière très sérieuse au niveau de notre gouvernement, mais pas seulement, mais aussi au niveau de l'opinion publique aussi, de nos dirigeants militaires et de l'opinion publique, que nous ferons face à des attaques de ce type-là tout le temps. Et nous voyons que certains saltimbanques, que j'ai appelés des saltimbanques du Hirak, sont apparus, qui sont actuellement en France ou en Angleterre, où ce sont des gens qui vont toujours alimenter le discours anti-algérien, mais qui sont financés par le Makhzen, qui sont financés par la France, ou qui ont obtenu l'asile politique en France. Et si on faisait l'inverse ici en Algérie, tout le monde nous crierait après. Voilà. Donc il y a une réalité. La réalité, c'est que la guerre de 4e génération ne va pas s'arrêter contre l'Algérie, que l'Algérie a été ciblée et sera ciblée pour différentes raisons qu'on pourrait discuter. Et donc, il faut savoir se prémunir de toutes ces attaques. Parce que, je le répète pour la énième fois, je pense, la guerre de 4e génération est une guerre réelle. Donc, il ne faut pas la minimiser. Il ne faut pas dire que c'est lié à un hashtag. Comment ça se fait qu'un hashtag ou qu'un discours puisse... Mais non, le discours, il va essayer de changer
la mentalité de certaines personnes, il va essayer de changer la façon de penser de certaines personnes, il va faire admettre des choses qu'on n'a pas l'habitude d'admettre, il va déplacer ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, des choses qui sont acceptables ou non acceptables dans notre société. Et en ce sens, tout cela fait partie d'une stratégie pour déstabiliser l'Algérie et nous devons être vigilants. Nous devons savoir que ça existe et qu'on ne soit pas étonné à chaque fois. Et aussi, autre chose, utiliser aussi, nous aussi, on est capable d'utiliser les guerres de 4e génération pour nous prémunir, et des guerres cognitives pour nous prémunir de tout cela et même de faire des attaques nous aussi. Oui, très bien. Merci, Dr Ahmed Messaada. Monsieur Nasser Khabat, comment les Algériens de France regardent justement cette guerre hybride qui vise l'Algérie? Bon, parlez-nous d'abord on a l'impression qu'il y a un climat d'insécurité qui s'est installé au sein de la communauté des Algériens de France, après justement toutes les campagnes dont ils sont la cible. Ça ne doit pas être facile maintenant de vivre dans un tel contexte. Tout d'abord, les Algériens et les quelques millions de Franco-Algériens qui vivent en France, mais en Europe et d'ailleurs dans le monde, qui sont très souvent binationaux. La plupart sont binationaux. Hein, c'est une masse de plusieurs millions de personnes. Elle est d'abord et avant tout, d'une manière simple, l'héritière de l'esprit du 1er novembre 1954. Oui. Personne n'en doute. Vous avez des Algériens qui ont 20 ans aujourd'hui et qui vous disent, quand ils voient des invectives, les attaques portées sur la nation, sur la souveraineté, sur le peuple algérien, on est avant tout algérien. Et ça les touche. Et ça les touche énormément et de plus en plus. Parce que quand vous avez d'un côté des médias, des grands médias, des longs médias, des télés qui parlent du matin au soir sur les Algériens, finalement ça stimule. Ça stimule finalement l'algérianité qui est en nous et qui finalement qui se révèle et qui se relève devant les propos et devant finalement les injustices que nous avons vues devant par exemple le génocide palestinien. Et je crois que cette forme de citoyenneté aujourd'hui est en train de naître. Cette prise de conscience collective aussi, parce que à la lumière des livres de notre cher ami Ahmed Ben Saada, beaucoup pensaient que les Algériens et l'Algérie dans les années 90 inventaient des histoires. Aujourd'hui, nous sommes dans un cas pratique. C'est une réalité. C'est une réalité que vit l'Algérie et les Algériens, et notamment pour une première fois des Algériens qui vivent à l'étranger, mais nous restons et nous sommes Algériens, et de ce fait, nous sommes aussi, quelque part, des ambassadeurs et finalement des parvents, quelque part, et nous devons jouer notre rôle, nous de diaspora algérienne, autour de ces invectives et de ces attaques qui tentent grossièrement finalement d'attaquer de notre souveraineté. Mais M. Nasser Khabat, comment les Algériens de France s'organisent justement pour contrer ces campagnes de dénigrement qui la visent et qui visent l'Algérie de manière générale? Bon, alors, je sais que vous êtes à la tête d'une association qui fait un travail admirable justement pour donner l'image la plus réaliste et la plus vraie qui soit de l'Algérie, mais est-ce qu'il y a d'autres acteurs sociaux actuellement en France, d'origine algérienne justement, qui... Vous savez, quand je dis plusieurs millions de personnes, en France, sont par corps constitués. Vous avez des élites, vous avez des universitaires, des chefs d'entreprise, des médecins, le corps médical, des milieux associatifs, sportifs, les professions libérales, qui sont de fait déjà encore constitués, organisés dans leur franco-algérianité. Et aujourd'hui, ce que j'observe depuis quelques mois, c'est finalement une convergence autour de notre algérianité, une force qu'on relève et finalement qu'on observe depuis quelques mois. Et quelque part, je crois que cette force-là, aujourd'hui, elle est en mouvement, mais nous avons des attaques qui sont des attaques d'ordre étatique. Et nous devons apporter des réponses qui sont d'ordre étatique. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la grande attente de la communauté nationale, où qu'elle soit, car les choses sont très importantes de le rappeler à travers votre radio. C'est que ces quelques millions, on va dire entre 6 et 7 millions d'Algériens qui vivent en Europe, en France et dans le monde, sont quelque part un joyau pour l'Algérie. C'est un joyau, c'est une force extraordinaire. Une diaspora magnifique. Une diaspora magnifique, très compétente, qui est disposée et prédisposée
sur le point de vue politique, économique, social, à défendre les intérêts de la mère patrie. Oui. Parce que nous sommes, je vous dis, je le répète, mais on ne le répète pas suffisamment assez, nous sommes les héritiers de cette ruh al-wataniya, cette âme citoyenne qui est en nous. Nous avons hérité de ce sang des shahid du 1er novembre 54, et nous avons notamment hérité d'une chose qui n'a pas de prix aujourd'hui, c'est que nous nous indignons devant toutes les formes d'injustice. La Palestine, le Sahara occidental qui est reconnu selon le code, le terme des Nations Unies comme la dernière colonie en Afrique. Nous resterons debout tant que finalement l'injustice périt, et comme tout Africain, nous avons payé trop cher le tribut de la violence coloniale et de l'injustice coloniale pour aujourd'hui nous taire. Oui. Merci beaucoup Nasser Khabat. Monsieur Atier Djouid Djernabi, est-ce que le Tchad fait face à des campagnes de déstabilisation comme celle dont est actuellement la cible l'Algérie? Enfin, je vous pose la question car le Tchad, sous la direction du président Déby, a fait des choix politiques, géopolitiques et sécuritaires qui peuvent déplaire et qui peuvent par conséquent lui valoir des attaques de puissances étrangères. Donc, est-ce que vous êtes un peu dans un cas similaire à celui de l'Algérie? Bien sûr, nous sommes dans ce cas similaire, mais je l'ai dit tout à l'heure que la guerre a pris d'autres formes. Oui. Maintenant, c'est à nous de bien s'armer, d'être bien outillés, et finalement, on va ceux qui mènent cette guerre contre nous, ils vont se retrouver devant ce que j'appelais la logique de l'impasse. Et puis, il faut qu'on soit, la vigilance doit être démise dans le sens que on doit comprendre une chose que je l'ai toujours dit. C'est pareil pour nous comme l'Algérie. Je l'ai toujours dit, il n'y a pas d'échappatoire pour l'Afrique que à travers ces grands et beaux pays qu'est l'Algérie. Il n'y a pas d'échappatoire pour l'Algérie ou bien l'Algérien que vous êtes, que nous sommes, que de croire au principe de la révolution du 1er novembre. Maintenant, oui, aujourd'hui, vous savez, avec la rupture de la coopération militaire, on a vu il y a 2-3 jours les derniers militaires. De la coopération militaire avec la France viennent de quitter le territoire tchadien. C'est un événement historique à dire, à parler là-dessus. Oui, bien sûr que nous sommes toujours le colon d'hier, il s'est transformé avec un autre manteau, il vient, il nous guette. Vous savez que la France, c'est quoi? La France, c'est nous qu'on a fait la France. La France, l'Algérie n'était pas une colonie, mais l'Algérie était considérée comme territoire français, vous savez ça. Et ces peuples braves d'Algérie ont compris le jeu, que s'ils ne se mettent pas debout pour libérer, ils seront toujours comme le cas de Palestine qu'on vient d'évoquer. Maintenant, on était des colonies, mais vous savez, le Tchad produit le coton pour la France. Le Sénégal produit de l'arachide pour la France. Le Burkina Faso, c'est le haricot. L'Algérie, c'est les vignes, ainsi de suite. Tout ça, c'est nous qu'on a fait la France d'aujourd'hui. On prend le cas de la monnaie. Le franc CFA. Les 30 glorieuses. Ah oui, les 30 glorieuses. Ça, c'est quoi le système des francs CFA? C'est un système que les Allemands l'ont appliqué à la France au moment où l'Allemagne a occupé la France. Maintenant, ils ont pris ça comme modèle, ils l'appliquent chez nous. Et toujours, notre franc avant était arrimé avec le franc français. Aujourd'hui, c'est avec l'euro. Et nous sommes dans une interdépendance ou une dépendance économique avec la mais si on sort de ce cadre, mais la France va peut-être on va lui trouver un autre nom pour l'appeler avec. Donc nous partageons aujourd'hui le défi, monsieur Djernabi, c'est de mettre en place une nouvelle monnaie pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Moi, je fais une conférence débat autour de la monnaie en 2014, il y a très longtemps déjà. J'étais un avant-gardiste par rapport à tout ça. Donc, il faut que les Africains le sachent. Ils doivent prendre aussi conscience. Ils doivent poser leurs problèmes d'une manière civilisée, d'une manière cultivée, d'une manière structurée, d'une manière intelligente aussi. Voilà, c'est pas partir en vrac comme ça et puis voilà, non. On doit faire très attention. Le colon d'hier n'est pas parti. S'il est parti par la porte, il est revenu par la fenêtre. Il a changé de menton. On nous parle de néocolonialisme. Ils sont de tout le temps à côté de nous. Donc, on doit être vigilant dans le sens que ils sont là, ils nous guettent, ils cherchent à nous créer toujours des problèmes. Et cette histoire de rupture de relations ou de coopération militaire, ah oui, bien sûr, il faut que le Tchadien, que nous sommes, on doit être vigilant parce que
à tout moment, les problèmes peuvent arriver et doivent changer à un autre. Mais justement, par rapport à la dénonciation par N'Djamena des accords de défense entre le Tchad et la France, comment le peuple tchadien ou l'opinion tchadienne a reçu la décision du président Déby? Mais vous savez que c'était une demande, non? Oui, mais en 2014, lorsque j'ai fait ma conférence autour de la monnaie, déjà depuis ce temps, le peuple est sorti dans la rue. Le peuple manifestait. Tchad hurra, France barra. C'est comme ça que... Oui. Voilà. Et donc, c'était d'abord, ça vient de la population, cette prise de conscience. Elle est d'abord sociale. C'est une elle demande est populaire, sociale. d'abord. Et puis, dans le temps, je l'ai toujours dit, mais jusqu'à là, le pouvoir n'a pas pris conscience. Mais attendons le jour, le pouvoir en question prend conscience, il va s'arrimer avec le peuple, et puis voilà, la solution doit arriver, ou bien la décision doit être prise. Maintenant, on est arrivé à ça. Donc, il y a un accord total dans cette démarche entre pouvoir, peuple, gouvernant et gouverné. Et puis on a dit tout simplement à la France de faire quitter ses militaires et fermer la base militaire. Au vu des mutations en cours, par exemple en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, dont la région dont fait partie le Tchad justement, est-ce que vous sentez vraiment une réelle prise de conscience des populations sur les enjeux géopolitiques, à la fois qui concernent plus globalement l'Afrique et leurs régions respectives de manière particulière? Oui, jusqu'à maintenant, jusqu'au moment où nous sommes ensemble, je pense que je suis certain que la population africaine a pris conscience, si ce n'est pas dans d'autres domaines, mais rien que par rapport à cette présence française, cette relation, ou bien cette indépendance donnée et octroyée. Voilà, on vous soumet un document à signer sans vous voir les contenus. Je pense qu'il y a une prise de conscience un peu partout. Surtout, je parle de cette Afrique dite francophone qui ne l'est même pas au départ, parce que la majorité des populations africaines ne parlent français que ceux qui sont partis à l'école, mais la grande masse parle leur propre langue. Oui, les langues locales. Oui, mais ici, Africain, aimer en Hausa, en Bambara, tout ça, ça dit beaucoup de choses. Exactement. Voilà. Est-ce que vous sentez que l'Afrique, justement, est capable... Est-ce que vous sentez que les Africains ont compris qu'ils pouvaient avoir des partenariats avec d'autres pays, et cette fois-ci, des partenariats qui peuvent être plus équilibrés et plus profitables à l'Afrique, des partenariats différents de ceux qu'ils ont eus avec les puissances coloniales traditionnelles? Je l'ai toujours dit. Nous, on ne peut pas collaborer toujours, c'est-à-dire en chassant le diable et remplacer le diable par le Satan. L'Algérie, c'est un pays potentiellement riche, qui a beaucoup de choses à donner pour l'Afrique, à partager ensemble. L'Afrique elle-même est riche de l'autre côté. Oui. On peut faire un truc, une coopération sud-sud qui va être gagnant-gagnant, donnant-donnant, que de faire chasser un Français, appeler un Américain, ainsi de suite. Bien sûr que, oui, l'avenir de l'Afrique ne peut être géré que par les Africains. Les réponses sont africaines. Oui. Pour les problèmes africains, il faut les réponses africaines et des solutions africaines, d'attendre celui qui vient d'ailleurs. C'est valable pour les problèmes sécuritaires, économiques, etc. Oui. Mais prenons le cas du Congo, RDC et Congo démocratique. Depuis la nuit du temps, depuis les années dites des indépendances 60 jusqu'à aujourd'hui, le Congo n'a jamais eu la paix. Pourquoi ? Ils ont la présence de troupes, les casques bleus, depuis une 60aine d'années. Mais cela veut dire que non. Il y a un problème quelque part. Si c'était entre les mains des Africains, c'est les richesses, je sais, parce que le Congo est défini comme étant un accident géologique. Et je crois que c'est le pays le plus riche d'Afrique. Oui, c'est ça. Avec, c'est-à-dire... le plus riche en posant vraiment le terme du mot. Parce que, voilà, donc... Si c'était entre Africains eux-mêmes, je pense que le problème sera réglé que de nous envoyer le casque bleu qui reste là et n'a rien fait pendant toutes ces années. C'est le cas de la MINUSCA, on l'appelle comme ça, la MINUSCO, je crois. La mission des Nations Unies. C'est MINUSCA qui est là-bas, MINUSCO qui est ici, dans le Sahara, et puis vous avez la FUNUL qui est du côté de la Palestine, ainsi de suite. Voilà, donc l'Africain d'aujourd'hui doit prendre tout ça en main, et puis nos gouvernants, parce que quelque part par le passé, parce que le gouvernement était des personnes assoiffées de pouvoir. Ils veulent rester le plus longtemps, et en même temps la puissance coloniale peut les aider, donnant, on vous garde au pouvoir, et puis laissez-nous la porte grandement ouverte pour piller, pour tout faire, les champs libres. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas.
les choses changent. Voilà. Yeah. Ça devient comme la roulette russe. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Atié Djouid Jarnabi. Docteur Ahmed Ben Saada, tout à l'heure nous avions parlé de la Syrie, du rapport éventuel qui pourrait y avoir entre la Syrie et les attaques dont fait l'objet l'Algérie. À votre avis, docteur Ahmed Ben Saada, pourquoi le Maroc a-t-il choisi de lancer sa campagne de déstabilisation à ce moment précis? Justement, est-ce que vous qui avez beaucoup écrit sur les révoltes arabes, vous n'avez pas l'impression que le fantasme suprême du Makhzen est de voir l'effondrement de Bachar al-Assad et son régime provoquer une sorte d'onde de choc qui va se muer entre guillemets en nouveau printemps arabe, justement, qui pourrait toucher l'Égypte. On essaye actuellement de déstabiliser l'Égypte. Il y a plein de vidéos qui circulent sur de prétendues manifestations alors qu'il n'y a absolument rien du tout sur le terrain. Et cette fois-ci, c'est l'Algérie qui est visée par un hashtag sorti de nulle part et qui, bien évidemment, dont l'objectif est bien évidemment de semer la zizanie ici. C'est clair, en fait, le rêve de l'Occident, justement, c'est de provoquer ces changements, moi je dirais des changements ou des étêtements de gouvernement, mais en fait parce que le printemps arabe tel qu'il est vendu aux populations arabes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, en fait, on a vu depuis le début, moi j'avais écrit un livre déjà en 2011 expliquant que ce printemps arabe n'est que en fait une manipulation de l'opinion de la rue arabe pour justement mettre des pantins au règne du pouvoir, oui. C'est-à-dire mettre des gens qui vont être dociles, qui vont accepter les désirata des Occidentaux, en particulier les États-Unis, qui ont beaucoup œuvré pour justement dans ce domaine-là de la formation des cyberactivistes, du financement. J'explique ça dans un livre très très détaillé, dans de dizaines d'articles. Mais disons que l'Algérie, on ne peut pas l'attaquer directement, donc de manière militaire, parce qu'on sait que l'Algérie a une armée très professionnelle et qui possède beaucoup d'infrastructures et d'équipements militaires de haute pointe. Donc on va essayer de rentrer par la fenêtre. On ne peut pas rentrer par la porte, on rentre par la fenêtre justement en déstabilisant. Donc je répète qu'en 2011 on avait essayé, ça n'a pas fonctionné. En 2019, donc avec le Hirak, on a encore essayé et ça n'a pas fonctionné. Et on continue à chercher d'autres méthodes pour déstabiliser l'Algérie est dans le collimateur des Occidentaux. Il faut pas l'oublier, nous sommes dans le collimateur des Occidentaux, donc il faut tout faire pour nous prémunir. Le rêve justement du Maroc, qui est aussi le rêve de la France et surtout du rêve de l'entité sioniste, c'est qu'il y ait un régime qui va normaliser ses relations avec ce régime, le régime sioniste génocidaire, et justement d'avoir des relations très amicales avec l'Occident, quel que soit. On sait très bien maintenant de quoi il retourne de cet Occident. C'est un Occident qui est absolument arrogant, qui est un Occident qui fait le deux poids deux mesures, c'est un Occident qui ne regarde que son intérêt. C'est un Occident qui est capable de faire un génocide en direct à la télé tous les jours sans lever le petit doigt. Et c'est ces gens-là qui vont nous montrer, nous donnent des leçons sur les valeurs morales et sur l'éthique et sur les principes fondamentaux de l'ONU, qui sont justement les principes des droits de l'homme. Et d'un côté, ils vont écrire qu'ils sont pour les droits de l'homme, et de notre côté, ils vont éliminer tous les gens qui sont pas d'accord avec eux. Donc, ce double standard, ce double dialogue, il est maintenant connu du monde entier, connu de ce qu'on appelle le Sud global. Et c'est le début de la chute de cet Occident qui n'a aucune morale, qui a aucune valeur humaine, et qui a montré qu'il n'a pas d'humanisme. Ce qui intéresse ces pays-là, c'est juste essayer de piller
de piller les pays pour leurs biens, pour leurs citoyens, et d'écraser toute velléité de résistance. Velléité de résistance, ou d'avoir des pays comme l'Algérie qui se tiennent toujours debout. On le voit très bien au Conseil de sécurité depuis que l'Algérie est membre non permanent. On voit que l'Algérie est toujours debout pour justement défendre la cause palestinienne, et aussi les causes des pays qui ne sont pas dans le Conseil de sécurité non permanent, comme par exemple ils ont réussi récemment à ce que les pays non membres aient accès à la documentation qui était juste consultée par les membres permanents. C'est tout récent. Et donc toutes ces batailles, toutes ces causes gagnées par l'Algérie ne plaisent pas justement à cet Occident qui est malveillant et arrogant. Donc on ne peut pas laisser un pays dire non au désir des Occidentaux, et c'est pour cela que l'Algérie est visée, et j'ai dit qu'elle sera toujours visée tant qu'elle a cet ADN. Et je reprends un peu ce que a dit votre invité, Monsieur Jarnabi. En fait, l'Algérie, elle a un principe fondamental qui découle directement de notre guerre d'indépendance. C'est-à-dire, nous avons fait une guerre contre l'injustice, nous avons fait une guerre contre l'hégémonie occidentale, nous avons fait une guerre contre le colonialisme, et nous restons là-dedans. Et malgré que des générations sont passées, ça fait partie de notre ADN. Chaque famille transmet à ses enfants cet ADN. Nous sommes pour l'école juste. Nous n'aimons pas la hogra, comme on appelle chez nous. Nous ne l'aimons pas, et nous aimons l'école juste. J'aimerais juste revenir à un point. Voilà. J'aimerais juste revenir à un point tout à l'heure. On avait parlé aussi des guerres de quatrième génération, mais j'aimerais revenir quelque chose qui a fait aussi écho dans la presse française et dans la presse aussi algérienne, c'est le fameux reportage qui a été diffusé par la télévision nationale. Il a été diffusé le 7 décembre 2024, où on a montré qu'un jeune ancien djihadiste a été recruté par la DGSE justement pour fomenter des troubles en Algérie et dans les pays du Sahel. Le ministre des Affaires étrangères français a dit que ce sont des accusations infondées et fantaisistes. Je voudrais juste lui rappeler que le 13 novembre 2024, il y a eu l'arrestation d'un citoyen français nommé Marius Barcea au Niger, qui a été accusé d'être membre d'un membre de la DGSE. J'aimerais lui rappeler aussi qu'au Burkina Faso, il y a eu 4 Français qui étaient accusés d'espionnage, qui ont été libérés la semaine passée, qui faisaient partie justement de la DGSE. Et j'aimerais aussi faire rappeler qu'au Mali, il y a eu l'arrestation d'une dame franco-malienne qui s'appelle Djeneba Keïta, qui est adjointe à la mairie de Montreuil en France, et qui a été accusée par les autorités maliennes d'infiltration des autorités maliennes et de chercher à rencontrer des jeunes pour fomenter des troubles. Donc, alors, si ce que dit l'Algérie est fantaisiste, alors qu'est-ce qu'il peut dire sur le Niger? Qu'est-ce qu'il peut dire sur le Burkina Faso? Qu'est-ce qu'il peut dire sur le Mali? Et qu'est-ce qu'il pourra dire sur le Sénégal bientôt ou sur le Tchad? Parce que justement, le fait d'avoir résilié le contrat de militaire avec la France va certainement provoquer les foudres parce que je rappelle... En politique, il n'y a pas de hasard, Ahmed Messaada. Exactement, ce que j'ai toujours dit. Mais pour le Tchad, la présence militaire française au Tchad date de 60 ans. C'est-à-dire c'est vraiment un coup dur pour la politique française et l'armée française. Voilà. Merci beaucoup, Dr Ahmed Messaada. Alors, le temps imparti à l'émission est pratiquement écoulé, mais j'aurais quand même, je vais grignoter quelques minutes
du temps de la radio pour poser quand même une dernière question à nos deux invités. Monsieur Nasser Khabat, alors quelles leçons retenir de la mobilisation des Algériens pour faire barrage justement, ou pour contrer cette attaque, cette campagne de déstabilisation qui a visé l'Algérie? Est-ce que là aussi il y a une réelle prise de conscience? Les Algériens ne veulent pas revivre ce qu'ils ont vécu il y a quelques années. Je parle des années 90, je parle aussi de ces dernières années. Les Algériens ne veulent pas que leur pays se transforme en Libye ou en Syrie, des pays qui ont été ravagés par la guerre civile et où l'on a recensé des centaines de milliers de morts. Oui, l'adage dit chat échaudé craint l'eau froide, et malheureusement Absolument. nous avons payé le lourd tribut de ces décennies noires ou décennies rouges du sang des Algériens qui a coulé. Oui. Et quelque part nous avons été le premier peuple touché par cette tragédie de ces manipulations pour Une fitna aussi. une fitna, la fitna, pour créer de la discorde, et donc nous en revenons beaucoup plus matures aujourd'hui. Mais moi j'aimerais lancer un appel depuis cette belle radio Ifirria qui finalement qui donne du sens et de l'écho finalement à notre continent africain qui est la mère de l'humanité quelque part. C'est que aujourd'hui plus que jamais nous devons être éveillés et réveiller nos consciences sur ce monde qui est en pleine mutation. Il y a un adage qui dit le vieux monde meurt, le nouveau monde tend à naître, et entre les deux naissent les démons, les démons génocidaires. C'est de Gramsci, je crois. De Gramsci, exactement. Donc quelque part, nous sommes dans une période où nous devons rester, nous citoyens algériens mais africains, rester éveillés, solidaires, politiquement aiguisés, informés, être des citoyens à part entière et non pas entièrement à part. Quand je dis entièrement partie prenante du débat politique, et parce que nous allons tous quelque part être des ambassadeurs et des protecteurs de notre Afrique, des protecteurs de nos enjeux, et cette campagne grossière qui sort aujourd'hui révèle quoi? Finalement révèle que le peuple algérien ou africain est éveillé, et que c'est seulement le début d'un travail, d'une réponse collective. Exactement. J'envoie ces messages à toutes ces officines qui travaillent dans des chambres noires pour tenter et intenter à la souveraineté, à la sécurité, au bien-être et au droit de vivre des peuples, que quelque part nous sommes aujourd'hui réveillés et que nous sommes à l'aube seulement d'une conscience collective portée pour répondre de manière massive à ces invectives et justement à ces tentatives grossières de vouloir toucher les souverainetés. Parce que finalement, l'Afrique n'est pas le fric des continents, du continent français et du continent européen, et encore moins de la France. C'est une ancienne époque. Aujourd'hui, les Africains veulent disposer d'eux-mêmes et disposer de leurs richesses. L'Afrique doit revenir aux Africains. L'Afrique doit revenir aux Africains. Monsieur Atié Djarnabi, un dernier mot? Alors, moi, je parlais tout à l'heure, j'ai écouté parler de printemps arabe. J'ai toujours dit, il n'y a pas printemps arabe, il y avait l'enfer arabe. C'était de l'enfer. Maintenant, on ne peut pas comparer l'incomparable. On ne peut pas comparer l'Algérie à la Syrie, à la Libye, ainsi de suite, parce que l'Algérie, c'est une république démocratique. L'Algérie, ce n'est pas un royaume où il y a une seule famille qui gouverne. L'Algérie n'est pas ces républiques, entre guillemets, royaume ou royal, où vous avez une seule famille qui est au pouvoir. Lorsqu'on prend le cas de Gaddafi, c'était la seule famille. Lorsqu'on prend le cas de la Syrie, c'est le Assad. Si on prend le cas de Yémen, c'était Ali Abdallah Saleh dans le temps. Donc l'Algérie, c'est un autre cas. Et ce peuple d'Algérie, qui était vigilant dans le temps ancien, il a pris toute son énergie pour combattre ces colons et le mettre dehors. Et ce que vous appelez tragédie noire, ou je ne sais pas, la décennie noire, le décennie noire ou des sangs. Vous savez, je l'ai vécu aussi. J'ai vu comment les Algériens ont combattu ça. Pour ce peuple qui a amené tout, qui a pu combattre tout ça, il ne peut jamais être piégé. Maintenant, je vais dire que pour nous, pour toute l'Afrique, bien sûr, il faut qu'on revoie les choses. Il faut aller vers cette Afrique profonde. Nous sommes les représentants de cette Algérie un peu partout dans cette Afrique, à travers nos colloques, nos voyages, ainsi de suite. Tout récemment, j'étais au Mali et j'étais dans un cas, j'ai passé devant l'ambassade d'Algérie, c'était pour la première fois. J'ai dit, mais c'est quoi ces somptueux bâtiments? Ben, il y avait quelqu'un qui me dit, c'est l'ambassade d'Algérie. J'ai dit, ah bon? Un autre me dit, l'Algérie me dit rien. Et là, je me suis sauté sur lui pour dire, non, attention, toi, c'est qui? L'Algérie dit quelque chose. Au nom de l'Afrique, c'est l'Algérie qui nous représente ailleurs. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir.
qu'on soit solidaire. On doit retisser les liens, on doit les ressouder davantage. S'il y a des traumatismes quelque part, il faut qu'on cherche à les soigner. Oui. On doit être dans la main. Et puis, nous gagnerons toujours. Je l'ai dit, nous sommes des marchands, mais nous sommes des marchands de vérité. Là où on passe, on doit dire de vérité, et nous sommes les diseurs de cette vérité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Atié Djarnabi, pour ce magnifique mot de la fin. Nous ne pouvons pas mieux faire. Merci beaucoup, Monsieur Nasser Khabat, pour avoir accepté notre invitation. J'espère que vous reviendrez tous les deux nous rendre visite lors de vos prochains passages à Alger. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci. Je remercie également Ahmed Ben Saada qui était en direct depuis Oran. Vous l'aurez compris, chers amis auditeurs et auditrices, nous arrivons au terme de cette émission consacrée donc aux attaques dont fait l'objet l'Algérie, des attaques menées depuis le Marzen. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Grand Angle. En attendant, vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. À la réalisation, il y avait Khaled. À la console technique, il y avait Amine. Je n'oublie pas également de remercier l'équipe multimédia d'Ifriqiya FM qui permet à l'émission d'avoir plusieurs vies. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Merci beaucoup. Au revoir.